on va un peu changer quand même de discours. En fait, là, je vais vous expliquer un petit peu dans quelle mesure les services d'archives conservent énormément de données à caractère personnel, comment les archivistes sont armés pour la communication de ces données, la réutilisation de ces données, et comment les publics éventuellement agissent ou interagissent avec nous, et surtout comment l'open data a pu complètement transformer, bouleverser nos pratiques, et voire même notre éthique. Donc pour commencer, je vais quand même vous redéfinir ce que c'est les archives, parce que visiblement, puisque j'ai dit tout à l'heure, peu de gens savent qu'en France, les archives sont définies au sein du Code du patrimoine, et donc les archives sont l'ensemble des documents, y compris les données, quelle que soit leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale, et par tout service ou organisme public ou privé, dans l'exercice de leur activité. Donc, en droit français, les archives, c'est pas quelque chose de vieux. En gros, vous ouvrez un fichier, voilà, c'est une archive, immédiatement. Le lieu de conservation, peu importe où c'est conservé, voilà, ça peut être dans le bureau d'un enseignant-chercheur, ça peut être à la VU, ça peut être dans une cave, dans un grenier, dans des services d'archives, ça ne change strictement rien au statut. Bien évidemment, les formes de l'archive, ce n'est pas que de l'écrit, ça peut être des enregistrements oraux, des photographies, des films, du 3D, oui, c'est un peu plus surprenant, mais on prend par exemple le cas des maquettes de lycées pour les archives régionales, on peut prendre les goodies aussi des institutions, ça nous parle beaucoup les goodies, en termes de valorisation, on aime beaucoup. Et surtout, des archives, ça a plein de supports différents, donc bien sûr, le papyrus, le parchemin, et j'en passe les meilleurs, et bien évidemment, on arrive jusqu'au serveur informatique. Alors, qu'est-ce que les archives publiques? Parce que vous êtes beaucoup à être concernés par les archives publiques. C'est d'abord un statut qui est inscrit au sein du Code du patrimoine. Donc bien évidemment, les archives publiques sont les archives qui procèdent de l'activité de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, toute personne ayant une activité de service public ou une délégation de service public. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne déjà des protections réglementaires, et une qui est assez récente, c'est que les archives sont enfin des trésors nationaux. En gros, votre acte de naissance est aussi précieux que la Joconde. Je ne plaisante pas, c'est réel. Et à partir de là, ces documents sont contrôlés par un contrôle scientifique et technique effectué par le ministère de la Culture, et qui délègue ça au service interministériel des archives de France et en local au directeur des archives départementales. Et vous avez tout un panel juridique pour protéger les archives en cas de vol, de détournement, de transfert. D'ailleurs, on ne peut pas transférer des archives publiques n'importe où. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure des clouds. Les archives publiques n'ont le droit d'être que sur des clouds souverains, des clouds français. Donc, en gros, vous traitez des archives publiques, Google Drive, vous oubliez déjà. Voilà. Pourquoi conserver les archives? Là, je vais me permettre quand même de lire un texte qui est pour moi un des plus beaux textes pour expliquer à quoi servent les archives. Il a été rédigé par Guy Bréban en 1996 dans l'introduction d'un rapport sur les archives en France, et il dit ça. Les archives ont une triple fonction. Conserver la mémoire de la nation, d'une communauté, d'un village, d'une entreprise, d'une famille, des origines jusqu'à nos jours. Il n'y a pas d'histoire sans archives. Faciliter la gestion des administrations et des entreprises en leur fournissant la documentation dont elles ont besoin pour l'exercice de leur activité. Elles sont ainsi un instrument de travail pour permettre aux décideurs de connaître les projets de réforme antérieurs, les étapes d'une négociation ou les plans d'un ouvrage à réparer. Il n'y a pas d'administration sans archives. Permettre aux citoyens d'exercer leurs droits en mettant à leur disposition les documents administratifs et judiciaires qui les concernent personnellement ou qui les intéressent collectivement, dans le cadre d'une transparence qui est considérée aujourd'hui comme l'une des conditions de la démocratie. Il n'y a pas de république sans archives. Donc voilà, c'est un texte qui est assez fort, mais je pense qu'il résume assez bien l'importance d'une bonne gestion des archives.
Et le réseau des archives en France, il est là pour assurer la conservation de ces archives, la transmission aux générations futures et l'accès au public. Ce réseau, c'est, bon, la plupart d'entre nous, vous connaissez certainement les archives nationales, les archives départementales, régionales, municipales, et vous avez des services d'archives au sein d'institutions diverses et variées, je pense à la RATP, SNCF, la plupart des banques et certaines universités. Et les archives des enseignants-chercheurs. Quid de ces archives? Alors, très simplement, si vous êtes enseignant-chercheur, vous êtes fonctionnaire, donc vos archives sont des archives publiques. Alors, il y a une petite nuance, c'est-à-dire que forcément, quand vous faites votre recherche, c'est difficile de savoir si votre recherche, elle vient d'une politique du laboratoire. Donc là, il n'y a pas de souci, c'est une politique du laboratoire, donc on est bien sur des archives publiques. Après, il vous arrive de faire des recherches un petit peu en dehors de ce cadre-là, et on peut considérer qu'on arrive sur des archives privées. Donc les archives des enseignants-chercheurs sont toujours un petit peu, entre deux eaux. Donc souvent, c'est la relation avec l'archiviste qui permet de vous aider à savoir quoi faire, comment s'y prendre et que faire de vos archives. Donc pour vous donner un petit peu une idée de ce que c'est que les archives à données à caractère personnel qui sont conservées dans les services d'archives, je vais vous en présenter un certain nombre. Et d'abord vous expliquer que ces données, elles sont souvent très sensibles. Très sensibles, pourquoi? Parce qu'elles ont un contexte de production. Le producteur récolte des données qui vont être conservées à des fins historiques ou de recherche, mais ces données, à la base, ça peut être des données de contrôle de population, la plupart du temps, des archives de police, des archives des services fonciers, de l'état civil, etc. Il y a forcément un risque sur la communication de ces données. Bien évidemment, on l'a vu, la vie privée, mais aussi les vols et les usurpations d'identité qui sont monnaie fréquente. Voilà. Usurpation d'identité. Voilà. Et on a aussi une problématique qui est un petit peu moins connue, parfois, c'est le droit des tiers. C'est-à-dire que parfois, communiquer une donnée, c'est peut-être pas super bienvenu pour les enfants, les petits-enfants. Un cas très précis, les services d'archives ont par exemple les registres des hôpitaux. Et dans les registres des hôpitaux sur des périodes un peu sensibles, notamment la Seconde Guerre mondiale, où on s'amuse à lister les prostituées d'une ville et éventuellement on précise si elles ont des maladies vénériennes ou pas. Voilà, ça, on peut avoir ce genre de choses dans les services d'archives. La communication de masse des archives peut poser problème et surtout le croisement des données. Il faut bien vous imaginer que nous conservons des archives, je reviens sur des données à caractère médical, qui sont, très intéressantes pour certaines sociétés, notamment des mutuelles, qui seraient très contentes de vérifier que votre ancêtre, est-ce qu'il a eu un cancer ? Est-ce qu'il a eu diverses maladies et que dans ce cas-là, est-ce qu'on ne vous ferait pas payer un petit peu plus cher votre mutuelle pour compenser le risque que vous représentez du fait de vos antécédents. Donc forcément, il faut absolument éviter le croisement des données. La loi CNIL, elle est là pour cela. Et la loi étant quand même relativement bien faite, on a un accès limité puisque le Code du patrimoine, et donc la loi Archives de 2008, introduit des délais de communicabilité spécifiques, c'est-à-dire que les données à caractère personnel, vous ne pouvez pas avoir communication de ces données avant un délai de 50 ans, hormis dérogation spécifique permettant d'avoir accès à ces données, notamment souvent pour la recherche. Tout ce qui porte atteinte à la vie privée des gens, ou même une appréciation d'un jugement de valeur sur une personne, on est sur du 50 ans. Si on prend l'état civil, votre acte de naissance, votre acte de mariage, c'est 75 ans. Donc, quelques exemples de
de dossiers qu'on peut conserver. Donc vous avez ici une fiche sur un forçat, mais il faut savoir qu'il existe les listes complètes des forçats qui sont partis à Cayenne, dans certains services. Donc voilà. Vous avez des listes, alors comment dire, les listes de rapatriés en zone libre de la Première Guerre mondiale, c'est assez peu connu par ici, mais dans le Nord c'est bien connu. Vous avez un quart de la population civile des régions occupées pendant la Première Guerre mondiale qui ont été rapatriés en zone libre. On dispose de listes, mais quand on comprend bien comment les Allemands ont fait rapatrier en zone libre, on découvre que les premiers trains, c'était les indigents, les prostituées, voilà. Donc, pareil, il y a une lecture à plusieurs sens des sources. On a bien sûr les fiches d'immigrés, et sur les fiches d'immigrés, voire sur d'autres dossiers, notamment des dossiers personnels, vous allez avoir des informations sur l'attitude politique, la conduite et la moralité de la personne, de la famille, des antécédents judiciaires, les fréquentations des personnes, est-ce qu'elles sont conformes à la norme sociale de l'époque. Donc vous avez franchement des choses qui sont très très sensibles. Et après, vous avez, dans les dossiers personnels, on pourrait prendre le cas d'un dossier personnel de l'Université de Lille, un enseignant-chercheur, où on a d'abord son parcours assez classique, la liste de ses arrêtés, et puis au milieu de tous les documents en plein milieu, on a son action pendant la Seconde Guerre mondiale, où on voit qu'il est arrêté par les Allemands pour des faits de, comment dire, non, pas de collaboration. Non, c'est pas celui-là. Non. Là, c'est des faits de résistance. En fait, il a d'abord manifesté sa désapprobation de la présence allemande. Et puis, une fois qu'il a fait 1 an de prison, il a intégré le réseau Sylvestre Farmer, un des plus gros réseaux du Nord. Donc voilà. Et donc, forcément, si on parle données sensibles de la Seconde Guerre mondiale, là, on a des colpos. Donc voilà, les brigades spéciales, où aux archives de la préfecture de la police de Paris, vous avez des dossiers complets sur ce genre de choses. Donc on voit bien à quel point ça peut être extrêmement sensible, ces données à caractère personnel. Leur usage et leur utilisation, traditionnellement, c'est un usage prosopographique, vous connaissez souvent le métron, pour la plupart d'entre vous, oui, je suppose, dictionnaire biographique des ouvriers. Voilà, c'est très utilisé la prosopographie pour les médiévistes, d'où l'extrait d'un manuscrit. Voilà, la constitution de bases de données, donc vous avez des bases de données très connues comme Mémoire des hommes du service historique de la Défense, mais vous avez les universités qui, en relation avec les services d'archives, créent des bases de données, notamment Parle Flandre, qui est une base de données sur le fond du Parlement de Flandre, sur le XVIIe, XVIIIe siècle, en collaboration avec les archives départementales du Nord et le Centre d'histoire judiciaire de l'Université de Lille 2. Bien évidemment, la recherche généalogique, qui est les principaux publics présents dans les salles de lecture d'archives, particulièrement pour établir une généalogie quantitative. Parfois, on a de la chance, ils veulent une généalogie qualitative, ils vont un peu plus s'intéresser au mode de vie des ancêtres, et ils ne se limitent pas à avoir le plus grand nombre d'ancêtres possible. On a aussi le droit aux personnes, c'est-à-dire que les archives qui sont conservées, c'est aussi pour justifier de vos droits, justification de votre nationalité. Il y a encore quelques années, systématiquement, les fonctionnaires devaient justifier de leur nationalité française. Vous avez aussi, notamment, les archives notariales qui permettent de justifier en cas de litige, notamment pour des droits de propriété. Donc vous avez des usages extrêmement variés pour vous en tant qu'individu. Ensuite, pour expliquer un petit peu comment les services d'archives ont travaillé, c'est-à-dire qu'on a eu une pression énorme des généalogistes à partir des années 70, ce qui fait que nos documents commençaient à être en péril,
et une pression aussi par les Mormons, mais ça je ne vais pas trop développer, qui fait qu'il y a des politiques de microfilmage importants à partir des années 70-80 qui ont été une opportunité au moment de politiques de numérisation qui ont été fortement encouragées par le ministère et encouragées pour des mises en ligne. Donc vous avez les premières mises en ligne qui se sont faites par des services d'archives départementales en 2003. Donc il y avait 3 services en 2003, et vous voyez, à l'heure actuelle, c'est plutôt rare de ne pas avoir mis son état civil en ligne. Donc voilà, et on arrive à des salles de lecture virtuelles, c'est-à-dire que les gens, au lieu de les voir devant nous, eh ben, ils sont derrière leur ordinateur, ce qui peut parfois poser des problèmes, dans le sens où les gens, j'ai envie de dire, des fois ils ne savent pas très bien ce qu'ils font dans leurs recherches, et ils sont persuadés d'avoir trouvé leurs ancêtres, puis ils sont complètement plantés parce qu'ils n'ont pas fait gaffe, et que ils n'ont pas d'interlocuteur avec qui discuter et qui peut les guider. Donc voilà. Tout ça a engendré une volonté immense de pouvoir, comme Google l'offre, hop, je tape le nom, pouf, tout apparaît, tous les actes, toute la généalogie, la totale. Donc forcément, on arrive à des demandes d'indexation qui sont importantes. Et, comment dire, certains services s'y sont mis, l'ont réalisé, mais ça coûte extrêmement cher, humainement parlant, d'avoir du personnel pour faire ce genre de choses. Donc on arrive maintenant des fois à des pratiques collaboratives, et donc des services d'archives qui proposent aux gens d'aider à indexer. Donc là on a les archives de Loire-Atlantique qui proposent aux gens d'aider à l'indexation des recensements de population. Et donc vous avez des exemples de fiches de matricule militaire aux archives départementales du Nord et un exemple d'indexation de fiches matricule militaire faites par les archives départementales de l'Aisne. Donc vous voyez à quel point on va plus vite à l'information, on passe plus le temps à feuilleter forcément les archives. Donc c'est plus du tout le même contact document. Et tout cela a été fortement modifié par le cadre réglementaire. Et ce cadre réglementaire, c'est bien sûr l'open data et les débuts de la réutilisation des données publiques. Alors, en quoi ça nous bouleverse? C'est-à-dire qu'on crée un marché autour de la donnée publique. Bon, voilà, c'est transposé en droit français en 2005, mais surtout, vous avez parallèlement en 2008 la nouvelle loi des archives. La loi des archives datée de 1979, elle a été revue en 2008. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Sous la pression des généalogistes, les délais de communicabilité ont baissé. Donc les données sur la vie privée sont passées de 60 ans à 50 ans. L'état civil est passé de 100 ans à 75 ans. Parallèlement, on nous a revu en 2009 la loi CADA. Et là, ça a été le bouleversement total, c'est-à-dire que la définition du document administratif tel qu'il est vu dans la loi CADA a fait un copier-coller de la définition du document archive. Donc, tout document archive est un document administratif. Or, le document administratif est immédiatement communicable à partir du moment où on est sur un document fini. Donc, ça a complètement modifié la donne. Avec tout ça, on s'est retrouvé avec la loi CNIL, la loi CADA, la loi archive, où on ne savait plus où retrouver nos petits. Concrètement, il faut vous imaginer qu'en 2011, vous avez une assemblée de 200 archivistes réunis par l'Association des archivistes français. On ne savait plus comment on devait travailler, on ne savait plus comment on devait mettre en ligne, qu'est-ce qu'on avait le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'avait pas le droit de faire, et dans quelle mesure l'exception patrimoniale pouvait continuer à être prise en compte, puisque vous voyez là un acte de naissance. Cet acte de naissance, il n'avait pas le même statut s'il était au service de l'état civil ou s'il était conservé dans le service d'archives. Donc au lieu d'acquérir son statut patrimonial dès l'origine, il ne l'acquiert qu'à l'arrivée d'un service d'archives. Sauf que c'est un petit peu bizarre que du jour au lendemain, un document change de statut, alors qu'à l'origine, il devrait être immédiatement patrimonial. Et puis, c'est introduit le problème des données sensibles et de l'occultation de ces données sensibles,
et surtout à l'époque, il n'y avait pas de jurisprudence, on ne savait pas qui était responsable du traitement des données et de l'anonymisation des données. Concrètement, on s'est retrouvé en disant au petit bonheur la chance, c'est l'archiviste qui va en prison, ou sinon c'est le réutilisateur de la donnée. Donc voilà, ça c'était très sympa. Parallèlement, on a une discorde autour du marché de la mémoire. Qu'est-ce qui se passe? Concrètement, vous avez un marché français extrêmement prometteur en termes de généalogie. On est un des pays au monde qui fait le plus de généalogie. Et surtout, on est considéré par les historiens comme un des pays les plus riches en archives. Donc en gros, une pépite et une mine d'or pour un marché. Et on s'est retrouvé avec une offensive d'une société qui s'appelait Notrefamille.com, qui maintenant s'appelle Philae. Et donc vous avez d'ailleurs la page d'accueil de Philae juste à côté. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient nous voir en disant, conformément à la réutilisation des données publiques, on veut récupérer tous vos fichiers, toutes vos bases de données, tous vos documents numérisés. Mais là, on veut récupérer vos registres d'écrou, vos réfugiés, les fiches de juifs, les fiches d'immigrés. Voilà, ce genre de choses vachement sympa à mettre en ligne et à communiquer. Donc voilà, on a des services d'archives qui sont un peu désarçonnés parce qu'on n'avait pas forcément les moyens de se battre, on n'avait pas forcément tous mis en place des licences. Comment justifier de transmettre des données qui ont coûté cher aux contribuables, parce qu'il faut savoir que c'est une politique de numérisation, c'est votre argent, la conservation de ces documents c'est votre argent, et que y a des sociétés qui veulent récupérer ça pour en fait vous faire payer un service que si vous venez voir l'archiviste, il vous explique comment vous devez faire et c'est gratuit. Bon, certes c'est peut-être un petit peu plus long, mais au moins vous commettrez moins de bêtises. Donc il y a des services d'archives qui ont fait de la résistance et donc qui sont allés au tribunal et qui ont gagné. Notamment pour expliquer le cas du Cantal, ils ont pu expliquer que le traitement allait se faire notamment dans des pays non sécurisés tels que Madagascar, l'Inde ou autres en fait, pour l'indexation. Or, ça n'avait pas à sortir du territoire national. Donc ils ont obtenu gain de cause. Et pour la Vienne, ils ont obtenu le droit de propriété intellectuelle sur la base de données qu'ils ont créée. Donc, forcément, si on veut réutiliser, dans ce cas-là, on doit payer. Mais... C'était une base de données de quoi, pour le département de la Vienne? Une base de données état civil, je pense. Wow. Non, je veux dire, voilà, par rapport aux droits des producteurs de bases de données, on est quand même largement en dehors de la loi, je pense. C'est eux qui avaient créé l'indexation et l'accès. Donc, en fait, on considérait qu'il y avait un travail réalisé pour l'indexation et pas à travers une base de données. Mais l'état civil, c'est une fonction qui doit être effectuée de toute façon. Il n'y a pas Non, l'indexation de l'état civil. Donc c'est simplement la base d'indexation. Voilà, exactement. On parle bien de la base d'indexation, tout à fait. Pas l'état civil lui-même. Ah, bien sûr, pas l'état civil lui-même. Okay. Alors, que s'est-il passé par la suite? Par la suite, on a un nouveau projet de règlement européen qui arrive, notamment dans le cadre de nouvelles pratiques avec des entreprises qui conservent nos données, Google, Facebook, etc. Et le législateur européen a voulu agir. Sauf que il a voulu agir en introduisant le droit à l'oubli. Là, le souci, c'est que dans ce cas-là, vous ne pouvez plus faire d'histoire. Donc le réseau des archivistes s'est mobilisé. Donc il y a eu du lobbying du service interministériel des archives de France directement à Bruxelles. Et vous avez l'association des archivistes français qui a lancé cette pétition pour citoyens contre le projet de règlement européen sur les données personnelles pour éviter la disparition des données. Exemple très concret, votre dossier étudiant risquait de disparaître. Ça veut dire qu'on n'aurait plus aucune trace de votre passage à l'université. À l'heure actuelle, vos dossiers étudiants sont gardés 50 ans. Voilà.
Donc un véritable risque d'amnésie collective, avec, donc il y a eu des campagnes de presse, plus de 51 000 signatures, la mobilisation d'associations comme Liberté pour l'Histoire, présidée par Pierre Nora, évidemment l'association des historiens contemporanistes, parce que forcément, vous vous dites bien que les historiens spécialistes d'histoire contemporaine, ils auraient pu travailler, ils auraient pu une source. Et donc, on a quand même obtenu un certain nombre de choses, puisque le règlement européen de 2016 introduit la notion de traitement à des fins archivistiques, et pour la première fois en droit européen, définit ce qu'est un service d'archives et sa finalité. Mais si on a obtenu une grande victoire de ce côté-là, c'est tout de même à nuancer. Une deuxième grande victoire, c'est la loi Liberté, Création et Architecture du patrimoine, qui précise la définition des archives et nous introduit la notion de données. Ça fait des années qu'on se battait pour introduire la notion de données dans la définition des archives, parce qu'on avait beaucoup de mal à faire comprendre que les archives, ce n'est pas que du papier, même si la plupart de nos interlocuteurs le comprenaient, c'était pas écrit noir sur blanc, c'était beaucoup plus sécurisant pour nous que ce soit écrit de manière réglementaire. Donc, avec la loi Le Maire, on se retrouve avec une publication renforcée des données numériques en ligne. On vous demande de tout mettre en ligne, heureusement avec les exceptions de la base de données. L'élargissement du droit d'application, donc vos droits sur vos bases de données, vous vous asseyez dessus, c'est fini, vous n'avez plus de droit de propriété sur vos bases de données. Et l'introduction d'une exception du droit à l'oubli pour les mineurs. Donc, ça s'est poursuivi avec la loi Walter de 2015, où la tarification, puisqu'il y a des services d'archives qui tarifiaient la réutilisation, la tarification devient l'exception. Ce qui s'est passé suite à cette loi Walter, c'est l'entreprise que je vous ai présentée juste avant, Philae.com, le 5 décembre 2016, après avoir capté sans aucune autorisation d'aucun service d'archives, récupéré des milliers de données sur les serveurs des services d'archives et tout mis en ligne, en disant qu'il y avait une faillite juridique, et selon la CADA, il n'y avait pas de faillite juridique, mais c'était trop tard. Donc, pour conclure, il y a un difficile équilibre entre le droit à la mémoire et la protection des individus, l'open data et les besoins des publics. Et on peut se poser la question de comment continuer à donner accès aux archives sans que la marchandisation des données devienne un frein. En effet, il faut bien comprendre que les collectivités territoriales et l'État mettent de l'argent pour les politiques de numérisation. À l'heure du resserrement des finances publiques, vous vous doutez bien qu'un département ne va plus forcément privilégier des politiques de numérisation s'il sait que ça ne devient plus une vitrine pour son département. Donc comment concilier une numérisation et une marchandisation. Il y a aussi donc, comme je disais, toute une question d'éducation, d'information auprès des publics, de comment savoir faire de la recherche, comment aller voir les archivistes pour ne pas devoir payer des services qui n'ont pas besoin d'être payés si on sait bien s'y prendre. Et parce que c'est votre bien, comme je vous l'ai dit, c'est un trésor national.